Alors, je vais vous parler du cadre juridique lié à la souveraineté numérique. Je pense que tous ici, on a un téléphone portable et très souvent, il nous arrive de pouvoir télécharger des applications. Et généralement, quand on télécharge une application, on tombe sur ce qu'on appelle les politiques de confidentialité. Et je pense que je ne suis pas le seul à faire ça, on lit 2 lignes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On swipe pour aller dire j'accepte. Or qu'en acceptant, on cède une partie de nos données personnelles, nos habitudes et parfois même des questions stratégiques, soit encore des données sensibles comme la géolocalisation. Or, parfois l'État aussi procède de la même manière. Lorsque par exemple un État va adopter certains outils numériques, l'État va céder aussi une partie de son pouvoir. Et c'est ce qu'on appelle le droit de détermination informationnelle. Et l'État aussi cède son pouvoir lié au contrôle des outils numériques et lié aussi à sa stratégie nationale sur la donnée. Alors, lorsqu'on parle de la question de la souveraineté numérique, il y a un départ à tout ça. Et il y a une date également. C'est le 11 septembre 2001. Je pense qu'on connaît tous cette date où il y a eu des attentats terroristes aux États-Unis. Et un mois après, le gouvernement américain a adopté une loi qu'on appelle Patriot Act. Et cette loi-là permet au gouvernement américain de pouvoir accéder à l'ensemble des données qui sont détenues par des sociétés américaines, peu importe où la personne se trouve, que vous soyez américain ou pas. Il suffit que vos données soient traitées par une société américaine. Le service des renseignements a le droit d'avoir accès à vos données personnelles. Et c'est là même le point de départ de la question de la souveraineté numérique. Parce qu'au départ, lorsqu'on parlait de la souveraineté numérique, on voyait l'armée, la justice, la monnaie, et j'en passe. Or, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la souveraineté numérique, il y a d'autres problématiques qui se posent, notamment des questions d'espionnage. Vous avez l'affaire d'Edward Snowden sur l'application Multitrix. Vous avez également des questions. Vous avez également la Chine avec l'opération Aurora, où la Chine a eu également espionné d'autres États. Vous avez également l'État israélien avec l'application Pegasus. Et donc aujourd'hui, les États doivent prendre conscience de cette question-là. Et c'est comme ça que vous avez, par exemple, le Gabon. Ils ont adopté une nouvelle constitution en décembre 2024. Et dans le préambule de la constitution, ils retrouvent une phrase claire et nette. C'est la question de la souveraineté numérique. Et donc, le constituant a inscrit cette problématique dans la constitution. En République démocratique du Congo, notre constitution date de 2006, quand bien même qu'elle a été révisée en 2011. À l'époque, les questions de souveraineté numérique ne se posaient pas comme aujourd'hui, donc la question a dû évoluer. Néanmoins, dans la constitution congolaise, on retrouve des questions traditionnelles de la souveraineté. L'armée, la justice, j'en passe. Après, le législateur congolais, notamment au travers 2 textes que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous avons la loi Télécom de 2020, où on ne retrouve pas inscrit espèces verbis la question de la souveraineté numérique. Néanmoins, on retrouve d'autres notions qui pourront s'apparenter aux enjeux liés à la souveraineté numérique, notamment la question de la neutralité technologique, l'indépendance des infrastructures, et j'en passe. Or, à part la loi sur le télécom et l'éthique, nous avons également le code du numérique congolais. Et dans le code du numérique congolais, c'est la première fois où le législateur a eu à définir qu'est-ce qu'elle entendait par souveraineté numérique. On a l'article 2, le point 57, où le législateur définit la souveraineté numérique comme étant le droit à l'autodétermination. Et ceci s'étend sur les infrastructures, sur la question de la donnée. Alors, est-ce qu'on se limite à définir qu'est-ce que c'est la souveraineté numérique? Il faut également poser notre propre cadre juridique. En parcourant le code du numérique, nous avons la question notamment de la donnée qui est traitée dans un titre. On a la question du transfert des données personnelles qu'on retrouve également dans le code du numérique. On a aussi la question de l'autorisation
pour les plateformes exerçant en République démocratique du Congo, et donc on juge que ces plateformes-là ont une position dominante. Alors, c'est la même problématique qui se pose partout, c'est la question d'applicabilité. Le Code du numérique prévoit plusieurs arrêtés qui doivent être pris. Aujourd'hui, ces arrêtés-là n'existent pas, notamment sur la question de l'autorisation pour les plateformes qui sont positionnées comme étant dominantes. Et donc, tout ceci présente des vraies problématiques juridiques. Alors, lorsqu'on parle de la souveraineté numérique, sur le plan juridique, ça a l'air d'être carré. On va se demander maintenant en pratique comment ça se passe. On a la problématique des plateformes numériques. Aujourd'hui, vous avez Facebook, vous avez Twitter, et ces plateformes-là collectent les données personnelles, et parfois, en collectant les données personnelles, ils traitent les données personnelles pour nous influencer également. Et parfois, cette influence-là peut aller même sur des questions stratégiques, notamment sur des questions d'élection. On a eu le cas avec Cambridge Analytica, où Facebook, au travers de la société Cambridge, a eu à utiliser des données personnelles pour influencer les électeurs américains. La même situation s'est passée également au Kenya, et également pour le Brexit en Angleterre. Récemment, en Roumanie, on a annulé des élections tout simplement parce que la Cour constitutionnelle a estimé que le candidat qui a été élu a fait usage notamment de TikTok, et que donc il y a eu une ingérence étrangère parce que TikTok c'est une application chinoise. Alors en République démocratique du Congo, face à cette situation, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Je venais de le dire, on a le code du numérique, la question du traitement des données personnelles. Le texte juridique semble être carré. Mais le problème, c'est dans l'applicabilité de ce texte juridique. Ce texte juridique, on va l'appliquer à des puissances étrangères qui ne sont pas importantes en République démocratique du Congo déjà. Comment on fait pour contraindre nos règles juridiques à une société qui n'est pas implantée en RDC? Et plusieurs pays ont déjà tenté de pouvoir sanctionner ces États lorsqu'ils ne respectaient pas leur législation. Malheureusement, la réponse de ces plateformes-là, elle est toute simple. C'est-à-dire, moi, je me retire de votre pays en ne vous donnant plus accès à ma plateforme. Alors, entre le besoin de la population et les besoins parfois même du gouvernement et la question qui est soulevée, par exemple, sur le traitement des données personnelles, très souvent le choix est très simple. À part ça, on a beaucoup parlé de la question des infrastructures. On parle de l'indépendance technologique, on doit avoir nos propres infrastructures. Récemment, je suivis un débat sur la chaîne Al Jazeera sur la question des passeports en Afrique. Aujourd'hui, la quasi-majorité des États africains ne disposent pas d'outils leur permettant de fabriquer seuls leurs passeports. C'est-à-dire on recourt à des sociétés étrangères. C'est comme ça qu'en République démocratique du Congo, à un moment donné, c'était le Belge Semlex qui fabriquait nos passeports. Aujourd'hui, c'est Dermalog, l'Allemand, depuis décembre 2024. Or, ces sociétés-là hébergent des données personnelles et sensibles de la population congolaise à l'étranger, notamment nos empreintes biométriques, nos bases de biens quand on voyage. Alors on se demande, mais c'est une question stratégique, mais comment est-ce qu'on va procéder pour pouvoir garantir notre indépendance sur ce type de questions? Et la solution qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est d'avoir des data centers chez nous. C'est une très bonne solution, je ne suis pas contre cette solution-là. Mais laissez-moi vous dire que cette solution, elle ne résout rien du tout. Il y a un cas d'école actuellement sur Mali. Les Mali avaient fait appel à la société Idemia, c'est une société américaine, et une société française, je m'excuse. Et cette société-là hébergeait des données au Mali. Et donc, par principe, on suppose que la question de la souveraineté numérique était respectée. Mais à un moment donné, le Mali n'a pas payé ou n'a pas respecté ses clauses contractuelles. Et qu'est-ce que la société Idemia a fait? Elle a bloqué juste l'accès aux données. Dans des termes plus simples, c'est qu'elle n'a pas donné au gouvernement malien le mot de passe pour accéder aux données, et notamment les données électorales.
Aujourd'hui, en RDC, on a des sociétés qui s'implantent, ce qui est une très bonne chose. Mais ces sociétés-là appartiennent à qui? Est-ce que ce sont des Congolais qui sont derrière ces sociétés? Et même alors, si ces données sont hébergées en RDC, à un moment donné, ces data centers-là, il faut faire de l'entretien. Est-ce que ces entretiens se font sur place en République démocratique du Congo ou à l'étranger? Et donc, la question d'infrastructure, elle se pose aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et le gouvernement, pour certaines données stratégiques, on doit penser à mettre en place un propre data center uniquement dédié aux services gouvernementaux. Et le code du numérique là-dessus est très clair. On ne peut pas héberger les données à l'étranger. Une exception existe, c'est le cas d'ambassade digitale. Et il y a des États qui ont voulu arriver à ce système-là, notamment en allant au Luxembourg, pour placer leurs ambassades. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo, on a des problèmes d'électricité, et parmi les solutions, on peut également y recourir. À part la question de l'infrastructure, il y a également une autre question dont on parle très rarement. Depuis ce matin, j'attendais qu'on puisse l'aborder, mais on ne va pas aborder, c'est la question de la monnaie. La souveraineté numérique aujourd'hui passe également par de la monnaie. Vous avez aujourd'hui le développement de ce qu'on appelle cryptoactifs. Et parmi les cryptoactifs, nous avons des NFT, nous avons et surtout de la crypto-monnaie que nous connaissons tous aujourd'hui. Alors, en République démocratique du Congo, la Constitution est claire. Le rôle de battre la monnaie ou de fabriquer de la monnaie revient au pouvoir central. Et lorsqu'on se tourne au niveau de loi, nous avons quelques textes, notamment la loi sur les systèmes de paiement, et nulle part où on parle de la crypto-monnaie ou de la monnaie numérique. Or que cette problématique aujourd'hui, elle se pose très sérieusement. Et elle pose plusieurs risques, notamment des risques fiscaux, plusieurs risques comme ça que pose la crypto-monnaie. Et donc son législateur de s'intéresser également à cette problématique. Sans plus tarder, vu que je parle beaucoup de temps, on va passer à la question de la collecte des impôts, la fiscalité également. Qui dit souveraineté numérique, on parle également de la fiscalité. Vous avez Twitter. Vous pouvez prendre un abonnement pour certifier votre compte. Twitter, c'était de l'argent sur les consommateurs congolais. Vous passez des commandes sur Amazon. Amazon, c'était de l'argent sur les consommateurs congolais. Or, dans la Constitution congolaise, il est inscrit très clairement que la question de l'impôt, c'est une question qui regorge de la souveraineté numérique et qu'il y a des lois qui régissent cette question. Alors, comment contraindre ces géants du numérique à payer dans ce temps démocratique du Congo? Nous avons une loi de 2023 sur l'impôt sur les sociétés. Alors, cette loi-là, j'aime bien cette loi parce qu'elle est claire, elle dit, même quand une société n'est pas implantée en République démocratique du Congo, du moment où vos activités ont un impact en République démocratique du Congo depuis plus de 3 mois, vous devez payer vos impôts en République démocratique du Congo. Mais sur le plan pratique, c'est que pour venir collecter ces impôts, c'est à la source qu'on doit le faire. Et on a un arrêté de 2004 qui impose aux sociétés d'avoir un numéro fiscal en République démocratique du Congo. Est-ce que Google a un numéro fiscal en République démocratique du Congo? Je ne pense pas. Facebook, je ne pense pas. Alors, comment contraindre ces géants du web ou ces géants de la tech à payer des impôts en RDC? C'est très compliqué, ce n'est pas une question qu'on peut résoudre seul. Et donc, il y a le ministre Gabonais qui faisait une proposition de se réunir au niveau sous-régional, au niveau régional, pour contraindre ces géants du web à payer des impôts chez eux. Et récemment, il y a le Cameroun qui a eu à obliger à Facebook de payer leur TVA à hauteur de 18%. La réponse de Facebook était simple, c'est simple, je me retire de votre pays et puis je vous laisse. Donc on se retrouve toujours dans une situation, on ne sait pas prendre des décisions facilement. Et donc pour chuter, il y a un point très important, c'est l'utilisation des plateformes numériques par l'État. Aujourd'hui, dans le ministère, on a le groupe WhatsApp, on utilise Microsoft, on utilise pour faire nos réunions au sein des ministères, au sein d'autres institutions, Google Meet et j'en passe. Or, ces outils-là, ce sont des outils américains.
Et aux États-Unis, depuis 2018, il existe une loi qu'on appelle le Cloud Act, qui autorise le gouvernement américain d'avoir accès à l'ensemble des data centers appartenant à des entreprises américaines. Donc, si on organise notre conseil de ministres sur Google Meet, c'est bien, mais si le gouvernement américain veut avoir accès à ces données-là, c'est très simple. Et récemment, il y a un cas qui concerne le procureur de la Cour pénale internationale qui a vu son compte Google, son compte Microsoft être bloqué. Tout simplement parce qu'il a eu à engager des poursuites contre le président israélien. Les États-Unis estimaient que c'était pas correct. Et donc on lui a bloqué son compte Microsoft. Imaginez-vous un instant, dans un ministère où on dépend de Microsoft et que demain, on ne sait jamais, le gouvernement américain décide de couper l'accès à Microsoft à la République démocratique du Congo, comment on procède. Et donc, au sein des institutions comme proposition, il faut privilégier des outils au niveau national. C'est vrai que le développement peut paraître un peu compliqué, mais on a des jeunes aujourd'hui qui sont capables de nous fournir des outils qui pourront nous servir. Et donc, on parle de la souveraineté de la réglementation. Tout de suite, je vais inviter des spécialistes de la question. On aura des élus qui sont chargés notamment de voter des lois et de faire des propositions. On aura les membres de la société civile, donc on aura également des chercheurs. Et on aura également l'autorité des régulations. On va leur poser des questions pour savoir comment on procède maintenant pour contraindre ces plateformes à respecter notre réglementation. Et c'est pourquoi, sans plus tarder, je vais commencer par inviter le professeur Kojo Dukuma à nous rejoindre. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Et juste après, je vais inviter Maître Prosper Tetika à nous rejoindre également s'il est déjà là. Ah, il vient d'entrer. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et juste après, je vais inviter Madame Lydie Omanga à nous rejoindre également. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et je vais inviter l'honorable Jean-Pierre Ayobangira de pouvoir nous rejoindre aussi, honorable.